le plaisir de vous accueillir et de vous remercier chaleureusement pour votre présence à ce deuxième cycle du Sous la loupe, qui porte donc cette fois-ci sur le métier d'enseignant. Et donc aujourd'hui, je vais commencer par une petite présentation de l'enquête Thalys et ensuite je donnerai la parole à Sandrine Lothaire et puis Grégory Voss. Peut-être simplement vous rappeler que ABC Éduc, c'est l'association belge des chercheurs en sciences de l'éducation et que si vous souhaitez vous affilier à ABC Éduc, ben, n'hésitez pas, vous pouvez passer par le site web et il y a toutes les explications pour s'affilier. Il faut savoir en plus que cette année, il y a la REF qui est organisée au mois de septembre et que tous les membres d'ABC Éduc en règle de cotisation bénéficient d'un tarif préférentiel. Donc, ça peut particulièrement être intéressant cette année si vous comptez aller à la REF à Lausanne de vous affilier. Les communications pour la REF qui sont d'ailleurs toujours ouvertes pour ceux qui souhaiteraient encore soumettre pour participer à ce congrès. Donc voilà, je vous propose qu'on commence sans plus attendre, hein, comme ça on aura plus de temps on aura du temps pour discuter. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, ce cycle de... Ah oui, je dois d'abord peut-être rappeler à tout le monde de bien éteindre son micro. Je vais vous dire un petit mot dans une seconde par rapport aux questions et à la discussion. Mais donc pendant la présentation de chacun d'entre nous, merci de couper les micros pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences. Signaler aussi que ce Sous la loupe est enregistré et donc il y aura l'occasion de le revisionner via le site ABC Éduc. Et donc, ce Sous la loupe, donc devenir et être enseignant, et plus particulièrement aujourd'hui, donc le métier d'enseignant. Moi, j'ai le plaisir de vous faire une présentation qu'on a intitulée Une photographie du métier d'enseignant grâce aux résultats de l'enquête Thalys 2018. Présentation donc, qui a été préparée en collaboration avec ma collègue Valérie Kittre. Valérie Kittre qui est la responsable de l'enquête Thalys en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, Thalys, je vais vous décrire ce que c'est en quelques mots, puis je vous dirai quelques mots du profil des enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour en venir peut-être à ce qui nous intéresse le plus, le métier d'enseignant. Et je terminerai avec un petit mot pour la suite, donc à venir, et pour en savoir plus. Par rapport, si vous avez des questions par rapport à cette présentation et aux autres présentations, on n'a malheureusement pas le chat dans cette visio. Et donc, on vous invite à suivre le lien qui est affiché ici, donc wooclap.com/abceduc pour pouvoir poser toutes vos questions. Je répondrai à quelques questions s'il y a des questions spécifiques à Thalys juste après la présentation. Et puis alors, il y aura aussi un moment d'échange peut-être plus global si on a le temps à la fin de toutes les présentations. Alors, Thalys en quelques mots. Donc, Thalys, c'est la première enquête internationale qui porte sur les environnements d'enseignement et d'apprentissage. C'est une enquête qui est organisée par l'OCDE tous les 5 ans depuis 2008. Et en 2018, 48 pays participaient, y compris la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui y prenait part pour la première fois. Alors, Thalys donne la parole aux enseignants et aux chefs d'établissement du premier degré de l'enseignement secondaire. Les pays ont aussi la possibilité d'étendre cette enquête aux enseignants de l'enseignement primaire et aux chefs d'établissement, évidemment aussi de l'enseignement primaire, et ou ceux du deuxième et du troisième degré de l'enseignement secondaire. Les trois populations étant étudiées de manière distincte. Alors, en 2018, la Fédération Wallonie-Bruxelles
n'a pas participé à ces options et donc s'est adressé uniquement aux enseignants et aux chefs d'établissement du premier degré de l'enseignement secondaire. Et donc, dans cette présentation, quand je vais parler des enseignants, on parle bien des enseignants du premier degré de l'enseignement secondaire. Je vais parfois leur dire, mais sans doute pas à chaque fois. Mais donc, voilà, ayez bien ça en tête. Il s'agit des enseignants du premier degré du secondaire. En fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un échantillon de 120 écoles secondaires qui a été constitué par un organisme international certifié. Hein, ce n'est pas nous qui tirons au sort les écoles. Et dans chacune des écoles, 20 enseignants ont ensuite été tirés au sort. Ces 20 enseignants et le chef d'établissement ont été invités à répondre à un questionnaire en ligne d'une durée d'environ 45 minutes. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on a un taux de participation qui est plutôt satisfaisant. Hein, 89% des enseignants ont répondu au questionnaire et 99% de participation des chefs d'établissement. Alors, avant d'en venir aux résultats, il faut peut-être rappeler que donc ces données ont été récoltées en 2018, donc avant la mise en œuvre progressive du pacte pour un enseignement d'excellence et aussi avant la crise sanitaire de la Covid-19. Et donc les résultats que je vais vous présenter ici, c'est bien un descriptif, une photographie de ce qui se passait, du métier en 2018 et pas de la situation actuelle. Les choses ont pu évidemment évoluer. Il y aura une prochaine enquête Thalys, la Fédération Wallonie-Bruxelles finance cette enquête aussi pour le prochain cycle et donc on reprendra le pouls auprès des enseignants et des chefs d'établissement en 2024. Mais donc ce que je vous présente ici, ce sont bien les réponses des enseignants en 2018. Alors, juste un tout petit mot du profil, on va dire, des enseignants avant de rentrer vraiment dans le métier. Les réponses des enseignants montrent que l'enseignement a été un premier choix de carrière pour 62% des enseignants du premier degré du secondaire en moyenne. Maintenant, si on décortique les choses selon l'ancienneté, eh bien, on voit que pour les jeunes enseignants, donc ceux qui ont 5 ans ou moins d'ancienneté, eh bien là, ce sont 54% des enseignants qui ont fait ce choix de carrière comme un premier choix de carrière. Alors, on est en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a une population enseignante relativement jeune comparée aux autres pays. Hein. La moyenne est de 39,8 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles pour 44 ans en moyenne au niveau de la fédération, au niveau de l'OCDE. Donc, on a une population relativement jeune, hein, et vous le voyez aussi sur ce graphique. Les enseignants ont en moyenne en Fédération Wallonie-Bruxelles 15 années d'expérience avec une relative stabilité au sein d'un même établissement, hein, puisqu'on voit que sur les 15 années d'ancienneté, on a environ 12 ans dans le même établissement. Et on peut constater qu'au niveau de la charge d'enseignement, on a une majorité des enseignants du premier degré du secondaire donc, qui travaillent à temps plein. 80% de ces enseignants ont déclaré travailler à temps plein. Donc voilà pour un tout petit profil avant de rentrer dans le métier. Alors en ce qui concerne le métier, je vais ici prendre par le début, on va dire, du métier. D'abord, tiens, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de devenir enseignants? On constate que c'est avant tout l'utilité sociale du métier qui a motivé la plupart des enseignants. Donc, ils ont choisi de devenir enseignants parce que l'enseignement leur donnait la possibilité voilà, de jouer un rôle dans le développement des jeunes. Ça leur permettait aussi d'apporter leur contribution à la société. Ce sont vraiment les deux raisons principales de ce choix de devenir enseignant. Au niveau, une fois qu'on
qu'on a son diplôme, qu'on devient enseignant, qu'on démarre dans le métier, qu'est-ce qu'on peut constater au niveau de l'accompagnement dans l'entrée? Eh bien, on constate que parmi les enseignants qui sont entrés en fonction après la mise en application de l'article 73 bis du décret mission, donc qui prévoit un accompagnement des jeunes enseignants, eh bien, on constate que seulement 40% des enseignants, de ces enseignants affirment n'avoir reçu aucun accompagnement. Et si on regarde en ce qui concerne le mentorat, les tout jeunes enseignants, ceux qui ont d'abord moins 5 ans ou moins d'ancienneté, bien en Fédération Wallonie-Bruxelles, ils sont 8,8% à déclarer avoir bénéficié de l'accompagnement d'un mentor. Et si on regarde parmi ceux qui ont moins, 2 ans ou moins d'ancienneté, là, ils sont 16,3%. Et voilà, il semble quand même donc qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place par rapport à l'accompagnement de ces jeunes enseignants, mais ça reste encore assez faible, hein, puisqu'on a quand même encore 40% des jeunes enseignants qui ne bénéficient pas d'un accompagnement. Alors vous verrez qu'on a eu tendance à se comparer à un petit ensemble, un petit sous-ensemble de pays, des pays qui sont soit proches, soit qui sont comparables en termes d'organisation du système éducatif, ou alors des pays performants et donc pour lesquels il nous semblait aussi intéressant de se comparer. Alors cette sélection, elle est discutable, mais voilà, on l'a fait au tout début et c'était difficile de faire évoluer les choses à partir du moment où on l'avait fixé dès le départ. Mais donc, quand on reprend les moyennes des pays comparables, c'est les moyennes de ces 6 pays-là. Alors, les conditions de travail de ces jeunes enseignants, eh bien, on constate en Fédération Wallonie-Bruxelles que 81% des enseignants avec 5 ans d'ancienneté ou moins ont un contrat à durée déterminée, contre 4% des enseignants lorsqu'ils ont plus de 15 ans de carrière. Pour ces jeunes enseignants, donc qui ont moins de 5 ans d'ancienneté, en plus s'ajoute le cumul pour 8%, le cumul de plusieurs établissements. Alors, il ne semble pas que le fait d'avoir un contrat à durée déterminée génère un sentiment d'insécurité, mais bon, si on se compare à l'OCDE, hein, au pays de l'OCDE, ben, on voit que le pourcentage de jeunes enseignants qui ont un contrat à durée déterminée, un CDI dès le départ, est beaucoup plus élevé hein, dans les autres pays que chez nous. Alors, ça ne génère peut-être pas d'insécurité chez nous, mais on peut quand même se dire que pour les jeunes enseignants, en termes de travail d'équipe, de collaboration, le fait d'avoir un contrat à durée déterminée, de changer d'établissement chaque année, voire de cumuler plusieurs établissements à un même moment, ben, ça n'aide pas forcément non plus pour s'intégrer dans une équipe éducative. Alors au niveau du temps de travail, on constate que les enseignants déclarent travailler, avoir un temps d'enseignement en moyenne de 20 heures, mais un temps de travail total d'environ 35 heures. Donc les enseignants à temps plein déclarent un travail hebdomadaire de en moyenne 35 heures semaine. Et si on regarde un petit peu comment se répartit ce temps de travail, eh bien on constate qu'il y a environ une moitié qui est consacrée à l'enseignement et une autre moitié qui est consacrée à d'autres tâches telles que les préparations, les corrections, le travail avec les collègues, la formation continuée ou encore d'autres tâches. On constate que ce pourcentage consacré à autre chose qu'à l'enseignement est plus grand lorsqu'on est à temps partiel, et notamment lorsqu'on travaille moins d'un mi-temps. Alors ce temps d'enseignement vraiment, alors qui est passé dans la classe, quand on le décortique encore un petit peu plus, eh bien on constate que 70% de ce temps est consacré à l'enseignement et à l'apprentissage et 20% est consacré au maintien de la discipline. Ce temps consacré au maintien de la discipline est plus élevé en Fédération Wallonie-Bruxelles que dans les pays auxquels on s'est comparé. Et on remarque que les enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sentent
en effet davantage que dans les autres pays confrontés à un climat de classe agité, et donc ce qui peut expliquer qu'ils y consacrent davantage de temps que dans les autres pays. Au niveau des pratiques pédagogiques, on constate également qu'on a plus qu'ailleurs, qu'ils consacrent plus qu'ailleurs du temps à la gestion de classe. Donc ils disent qu'ils font fréquemment, ils doivent dire aux élèves de respecter les règles en classe, d'écouter ce qu'ils disent, ils doivent demander aux élèves de se calmer rapidement, demander du calme aux élèves perturbateurs. Par contre, on voit qu'il y a moins de pratiques qui favorisent un engagement actif des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, et plus particulièrement ce qui favorise l'autonomie des élèves et le travail de groupe. Maintenant, on peut raisonnablement se dire que quand on a en classe des difficultés, enfin des élèves perturbateurs, des difficultés à déjà maintenir une certaine atmosphère, un certain climat de classe positif, c'est pas forcément évident non plus, en plus de mettre en place des travaux de groupe, de favoriser l'autonomie, etc. Alors, j'en viens maintenant à la collaboration entre les enseignants. Donc, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a environ 5% du temps de travail des enseignants qui est consacré à cette collaboration. Donc, ça représente environ 2 heures de leur temps de travail. Donc, on voit, c'est pas beaucoup plus faible que dans les autres pays, mais il y a quand même une petite différence qui est significative. Alors, en Fédération Wallonie-Bruxelles, en termes de collaboration, ce qu'on constate, c'est que ce qui est le plus régulier, c'est la discussion des progrès des élèves, des discussions autour de ces progrès et les échanges de matériel pédagogique entre collègues. Par contre, on voit que les formes de collaboration plus approfondies, comme par exemple le co-enseignement ou aller observer un autre enseignant dans sa classe, c'est par contre quelque chose qui est nettement moins répandu, nettement moins courant chez nous, mais aussi dans les autres pays qu'on a pris pour comparaison. Les relations avec les collègues sont pour autant plutôt positives. Maintenant, elles sont quand même exprimées de manière un peu moins positive que dans les pays auxquels on s'est comparé, même si voilà, ça reste quelque chose de positif. Les enseignants, beaucoup moins que les directions, perçoivent qu'il y a un leadership partagé au sein de l'école. Donc les enseignants sont assez peu nombreux à percevoir ce leadership. Et donc on va avoir 58% des enseignants qui disent qu'il est dans la culture de l'établissement de partager les responsabilités, et 59% des enseignants qui disent que les membres du personnel ont la possibilité de participer activement aux décisions qui concernent l'établissement. Donc, c'est un pourcentage qui est nettement plus faible que les dires des chefs d'établissement. Alors, le sentiment d'efficacité des enseignants, il est plutôt positif. Globalement, les enseignants se sentent efficaces, même si c'est un peu moins que leurs collègues de l'étranger. C'est sans doute pour motiver les élèves qui s'intéressent peu au travail scolaire, où les enseignants se sentent le moins efficaces. Ils sont que 46% à se sentir efficaces pour motiver ces élèves. Par contre, on peut constater que en Fédération Wallonie-Bruxelles, plus qu'ailleurs, les enseignants se sentent capables d'adapter leur façon d'enseigner, en fonction de la diversité culturelle. Ils se sentent aussi capables de faire face aux défis qu'impose une classe multiculturelle. Donc là, les enseignants, plus qu'ailleurs, se sentent efficaces. Les enseignants sont aussi plutôt satisfaits de leur choix de profession, et 77% d'entre eux choisiraient à nouveau de devenir enseignants si c'était à refaire. Une moitié estime toutefois que les avantages du métier ne compensent pas ses inconvénients, ce qui est assez faible par rapport à ce qu'on observe dans les autres pays qui ont participé à l'enquête. Les enseignants sont plutôt aussi satisfaits de leur environnement de travail, et uniquement 15% des enseignants disent que s'ils pouvaient, ils changeraient d'établissement. Donc voilà, pour la majorité, ils sont quand même, ils apprécient leur environnement de travail.
On constate néanmoins qu'environ 2/3 des enseignants déclarent souffrir de stress au travail. Et parmi les enseignants qui déclarent souffrir de stress, eh bien, il y en a 1 sur 2 qui voit sa santé physique et mentale impactée négativement par ce stress. Alors, qu'est-ce qui provoque ce stress? On peut noter que pour 64% d'entre eux, il y a du stress notamment lié au maintien de l'ordre, hein, qui est quelque chose qu'on a déjà signalé, qu'on a déjà signalé, qui est une difficulté, le maintien de l'ordre, de la discipline. Maintenant, il y a aussi d'autres choses qui sont source de stress, comme trop de cours à préparer, trop de corrections, la difficulté aussi à gérer le travail administratif, à suivre l'évolution des exigences des PO et du ministère. Ce sont aussi des sources de stress pour les enseignants. Et enfin, on ajoutera à cela que les enseignants se sentent extrêmement peu valorisés dans la société par les médias et par les décideurs politiques. Et vous pouvez voir que vraiment, c'est quelque chose de très marqué en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils sont très, très peu à considérer que leur métier est valorisé dans la société, par les médias, etc. et par les décideurs politiques. Et donc, j'en viens à la conclusion. On observe ici un métier qu'on peut dire un peu en tension. En 2018, les enseignants manifestent vraiment une vision qui nous a semblé être contrastée de leur métier. On a d'un côté des enseignants qui sont attirés par les valeurs sociales et éducatives du métier, et un métier qu'ils continuent à aimer, mais de l'autre, leur identité professionnelle est éprouvée par les difficultés à gérer et à motiver les élèves, et en plus de ça, eh bien, ils peuvent se sentir seuls pour gérer de front toute la complexité de leur métier. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il y a une certaine forme de solitude? Eh bien, on observe d'abord des débuts qui se font sans réel accompagnement, en cumulant parfois des difficultés d'horaire avec un cumul d'établissements, une collaboration entre enseignants qui est encore assez peu instituée, des rôles relativement cloisonnés, hein, puisqu'on voit bien que les enseignants ne perçoivent pas vraiment une participation active dans les décisions prises au sein des établissements, et alors un manque de valorisation vraiment du métier qui peut renforcer ce sentiment de solitude. Alors, cette photographie du métier d'enseignant qui a été faite en 2018, on va pouvoir voir un peu comment elle a évolué ces dernières années grâce à Thalys 2024, qui va se dérouler une nouvelle fois dans le premier degré du secondaire, donc qui va permettre des comparaisons entre ce que je viens de vous présenter et ce qui sera en 2024. Et alors, en 2024, la Fédération Wallonie-Bruxelles participera également à Thalys dans l'enseignement primaire, et donc on va également questionner les enseignants et les chefs d'établissement de l'enseignement primaire, et donc on pourra un peu voir aussi comment les choses se passent à ce niveau d'enseignement. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus par rapport à Thalys, Thalys 2018, évidemment. Si les questionnaires vous intéressent, par exemple, donc il y a un site que je vous mets ici, Thalys FWB. Vous pourrez y trouver les questionnaires qui ont été soumis, mais vous pourrez également y trouver les différents numéros thématiques qui ont été publiés suite à cette enquête. Et donc voilà, je vous ai présenté quelques résultats, mais évidemment pas tout. Et donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller consulter directement ces documents qui sont à votre disposition. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions s'il y en a maintenant ou plus tard. Voilà, je crois que c'est Sandrine qui va me dire s'il y a des questions. Oui, Virginie, il y a tout un ensemble de questions. Je vais te les lister et tu y répondras par la suite, ou est-ce que tu souhaites répondre systématiquement? Écoute, si je sais en rassembler plusieurs, je les rassemble et je réponds. Écoute, fais-moi la liste et puis je verrai comment. Je te les lis.
Avez-vous plus d'un... Pardon. Sandrine, avant que tu commences, peut-être ce qui serait intéressant, Virginie, c'est que tu repartages ton slide avec le WooClap parce qu'il est quand même passé assez vite et il y a des gens qui sont arrivés en retard, donc peut-être qu'ils ne savent pas du tout comment poser les questions. Donc Ouais. ça pourrait être intéressant de leur partager, comme ça tu l'as en toile de fond et les gens peuvent continuer à interagir et se mettre sur le WooClap à leur aise pendant l'interaction. Je le remets. Voilà, comme ça. Ouais, S'il y en a qui veulent encore aller ajouter des questions, vous pouvez. Vas-y, Sandrine. La première d'entre elles, avez-vous plus d'informations sur la façon dont l'accompagnement par un mentor est organisé en Flandre? La deuxième, avez-vous des données montrant le lien entre travail coopératif, autonomie des élèves et amélioration du climat de classe? La troisième, avez-vous soulevé les facteurs de stress? Vous avez soulevé, les facteurs de stress, mais l'étude a-t-elle mis en évidence les facteurs de motivation? La quatrième, quelle pourrait être l'évolution de ce portrait de l'enseignant aujourd'hui, donc après la période de pandémie? La cinquième, concernant l'accompagnement en début de carrière qui est faible, voire inexistant, est-ce que les enseignants interrogés disent souhaiter être accompagnés? Et si oui, savez-vous sous quelle forme de mentorat ou autre chose? J'ai juste un souci d'affichage, donc j'essaye de le solutionner. Voilà, ça semble fonctionner. Alors, la sixième question. Avez-vous des éléments d'hypothèse sur le fait que chez nous, le climat de classe agité est beaucoup plus élevé comparativement à d'autres pays? Est-ce lié au temps d'apprentissage, au temps en classe cloisonnée, peut-être différemment dans les autres pays? Avez-vous des éléments de réponse? Et enfin, la dernière question. Pouvez-vous remettre l'adresse où trouver les documents? Merci. Ouais. Alors, je vais peut-être directement aller remettre l'adresse comme ça pendant que je parle, ceux qui veulent. Et s'il y a d'autres questions, de toute façon, on rappellera le WooClap après. Depuis lors, j'ai une question supplémentaire. Virginie, dans ce portrait, qu'est-ce qui vous semble le plus explicatif quant à l'abandon des jeunes enseignants? Ça fera une belle transition. C'est bien, tu vas pouvoir teaser sur, sur ma présentation. Voilà. Alors, donc par rapport à l'accompagnement des jeunes enseignants, hein, je n'ai pas d'informations par rapport au mentorat en communauté flamande, mais bon, on pourrait investiguer en effet pour voir si il y a des choses qui sont ce qui est fait là-bas comme piste. Alors, on ne sait pas s'ils souhaiteraient être accompagnés. Ça, c'est vrai que ce n'est pas une question qui était posée, puisqu'on ne s'est pas adressé spécifiquement aux jeunes enseignants. Hein. C'est un questionnaire qui s'adressait à tous les enseignants, quelles que soient leurs années d'ancienneté. Et donc, ça, on n'a pas d'informations par rapport à ça. Mais donc, ouais, ça pourrait être intéressant à investiguer. Voilà, peut-être que Sandrine ou Grégory abordera cette question, je ne sais pas du tout. Par rapport aux facteurs de motivation, c'est vrai qu'on soulève ici les facteurs de stress. Les facteurs de motivation, ben, à part, comme je l'ai dit, la motivation, ce qui les a motivés à choisir le métier d'enseignant, hein, qui est vraiment une motivation d'utilité sociale, on n'a pas non plus d'autres informations par rapport à ça. Oui, par rapport à ce qui les motiverait à rester dans le métier. Mais ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui va sans doute être abordé dans la suite de la présentation. Alors, pourquoi un climat de classe agité plus chez nous qu'ailleurs? C'est une bonne question. Franchement, c'est difficile d'y répondre. Je n'ai pas vraiment d'hypothèse par rapport à ça. Voilà, je pense que c'est à la limite encore plus aux acteurs de terrain qu'il faudrait poser la question qu'à moi. Enfin, en tout cas, l'enquête n'a pas permis de faire ressortir quelque chose sur cet aspect-là.
au niveau de l'évolution avec la pandémie, ben ça c'est une bonne question et c'est plus encore 2024 qui va sans doute nous permettre de voir ce qui a évolué dans le métier. On pourrait craindre, en tout cas dans l'enseignement secondaire, avec l'enseignement à distance, etc., un sentiment de solitude qui pourrait s'accroître encore. Est-ce que la collaboration a été facilitée ou pas grâce à toutes ces plateformes de discussion à distance ou pas? Ça, ce sera vraiment intéressant de le voir. On peut peut-être espérer que ça a donné peut-être de nouvelles idées, de nouvelles perspectives en termes de collaboration entre enseignants. Et donc ça, on verra un petit peu comment les choses ont évolué. Alors, il y avait aussi une question sur le travail collaboratif et le lien qui pouvait être fait avec le climat de classe. On n'a pas pu établir ce lien. Maintenant, je le note, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant à être investigué, à voir si techniquement, au niveau statistique, c'est quelque chose qui est faisable. Mais voilà, je le note. Et alors, par rapport à qu'est-ce qui accentue, on va dire, l'abandon des jeunes enseignants, bien, c'est clair que le fait de démarrer dans un métier où peut-être on se sent un peu seul, où on doit cumuler parfois plusieurs enseignants, où il y a une stabilité d'emploi qui au départ n'est pas certaine, hein, même si ça ne semble pas générer vraiment de sentiment d'insécurité, c'est clair que tout ça peut sans doute conduire à des abandons chez certains. Mais pour traiter de cette question-là, ben voilà, je vais passer la parole à ma collègue Sandrine, qui va justement aborder, si je ne me trompe pas, hein, Sandrine, cette question de l'abandon des jeunes enseignants. Et je pense que la discussion pourra certainement se poursuivre avec les apports de Sandrine et de Grégory par la suite. Je vais de suite partager mon écran, le mettre en plein écran. Donc, comme l'a expliqué Virginie, je vais vous parler de l'analyse des parcours d'entrée dans la carrière et des taux de sortie précoce. Donc, je vais me focaliser sur les enseignants débutants et vous expliquer un petit peu sur la base des résultats de ma thèse de doctorat, qui est une thèse que j'ai défendue l'année passée, qui portait sur les enseignants débutants, donc le groupe professionnel enseignants et donc les parcours de carrière de ces jeunes enseignants. Je vais essayer de vous dresser un topo le plus abouti et le plus précis possible de cette problématique de l'entrée dans la carrière. Donc je vais commencer par mettre en évidence l'existence d'un report de la précarité professionnelle sur les enseignants débutants et vous expliquer par quel mécanisme est-ce qu'on en arrive à avoir justement un début dans la carrière qui n'est pas toujours évident. Je poursuivrai par la mise en évidence de l'existence de parcours professionnels diversifiés. Et donc, en fait, je vais nuancer un petit peu les choses en vous montrant qu'il y a des enseignants qui rentrent vraiment par la grande porte, si je puis m'exprimer comme ça, et d'autres pour lesquels les choses sont beaucoup plus compliquées. On poursuivra par une mise en évidence de l'existence de taux de sortie précoce relativement élevés en Fédération Wallonie-Bruxelles et je conclurai ensuite avant de vous proposer quelques pistes d'amélioration. Alors pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient poser des questions, le lien reste le même, donc c'est le site WooClap et le ABC Educ comme fin de lien. Alors, pour ce qui est du report de la précarité professionnelle sur les enseignants débutants, en fait, il est lié au fonctionnement du système éducatif et plus précisément aux modalités de gestion des carrières enseignantes. Donc, vous savez, je ne vous apprends rien, que les carrières enseignantes sont encadrées par des cadres légaux, donc des documents, des textes légaux qui sont en fait des cadres de régulation et
et de gestion des carrières enseignantes. Alors ces cadres, ils sont édictés à l'échelle des réseaux d'enseignement. Donc il y a un cadre qui légalise autour de la carrière enseignante pour l'ensemble des enseignants professant dans le réseau organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui existe depuis 1969, et ces cadres sont plus récents pour les deux réseaux subventionnés, donc ils datent respectivement de 93 et 94 pour le réseau libre et le réseau officiel subventionné. Donc ça signifie en fait que tous les enseignants qui professent dans un même réseau d'enseignement bénéficient en fait d'une impartialité de traitement et donc sont traités de la même manière que leurs collègues professant dans ce même réseau. Ceci étant, cette impartialité de traitement et donc le fait qu'il n'y ait pas de divergence entre les différents PO d'un même réseau d'enseignement ou les différents établissements même d'un même pouvoir organisateur, ça ne gomme pas l'existence de statuts administratifs que l'on peut considérer comme étant hiérarchisés. Donc en fait, vous savez que quand on entre dans la carrière, on est enseignant temporaire et progressivement on devient enseignant temporaire prioritaire et on est enfin nommé ou engagé à titre définitif. Quand on est temporaire, en fait, quelque part, on fait le tampon et on permet au marché du travail de fonctionner relativement correctement. Donc, on fait appel à cet enseignant quand on a besoin souvent de remplacer un enseignant plus stabilisé qui est absent pour une durée courte ou plus longue et pour tout un ensemble de raisons liées à la maladie, pour convenance personnelle ou pour un départ à la pension. Progressivement, cet enseignant, il va accumuler de l'ancienneté. Et l'accumulation de cette ancienneté va lui permettre de devenir enseignant temporaire prioritaire et donc d'avoir une priorité, une stabilité qui débute en fait, et donc une priorité sur ses collègues qui sont exclusivement temporaires. Et l'accumulation de cette ancienneté va progressivement lui permettre d'obtenir, pour peu que cet emploi soit vacant, donc c'est vraiment la condition, s'il est sur des remplacements avec un titulaire qui est absent, il ne pourra pas obtenir cette stabilisation, mais si l'emploi est vacant, il pourra progressivement donc évoluer et finir par être nommé dans les réseaux officiels ou engagé à titre définitif dans le réseau libre subventionné. Ce dernier statut, en fait, c'est souvent, et Virginie le disait, c'est souvent un synonyme de stabilisation à long terme dans la profession. On devient quelque part, j'exagère peut-être un petit peu le propos, mais on devient quelque part indéboulonnable et donc on est vraiment stabilisé à long terme. On a l'équivalent d'un contrat à durée indéterminée dans l'enseignement. Il y a donc sur cette base-là une distinction importante qui se manifeste entre les enseignants sur la base de ce statut qui est le leur, et il y a donc en fait, pour pouvoir permettre à ce personnel nommé ou engagé à titre définitif, eh bien un report qui est en fait institutionnellement admis parce que c'est le système qui fonctionne de la sorte et qui est quelque part accepté par tout un chacun, de la précarité professionnelle sur les dernières recrues. Pourquoi ? Parce que souvent le personnel nommé ou engagé à titre définitif, au-delà d'être stabilisé dans son emploi, eh bien peut faire preuve parfois de demandes spécifiques en termes d'horaire, en termes de classe, etc. Ce qui fait que la précarité professionnelle, comme je l'appelle, mais donc toutes les difficultés liées au métier en termes d'une part de remplacement, de période d'inactivité, donc de période de chômage, mais aussi de multiplication des établissements, voire des PO ou des réseaux d'engagement à titre partiel, de classes plus difficiles, d'horaires plus inconfortables, etc. Eh bien, toutes ces conditions plus difficiles, elles sont confiées quelque part au personnel débutant qui, en fait, entre vraiment dans le métier
avec la facette la plus complexe qu'il peut revêtir. Je prends souvent l'exemple du médecin qui sort de ses 7 premières années d'études, donc qui obtient certes son diplôme de médecin, qui veut devenir cardiologue et qui a donc encore 5 années de spécialisation à faire, et pour lequel on lui demanderait de réaliser le lendemain de l'obtention de son diplôme une opération à cœur ouvert. Ça n'arrive pas. Il va être écolé pendant plusieurs années par des chirurgiens cardiaques ou des cardiologues chevronnés pour progressivement parvenir à réaliser au terme de ces 5 années de spécialisation une opération à cœur ouvert. Chez les enseignants, il n'y a pas cet écolage progressif dans l'entrée dans le métier. En fait, ils se retrouvent dès son premier jour de carrière à devoir endosser toutes les facettes du métier et souvent les facettes les plus complexes puisque les conditions d'emploi les plus difficiles lui sont souvent confiées. Et donc on peut considérer que nos enseignants temporaires qui viennent d'entrer dans le métier sont en fait une variable d'ajustement. Ils permettent en fait au marché du travail de fonctionner correctement et on fait appel à eux lorsque l'on a besoin d'eux pour justement ne pas mettre les élèves à l'étude ou ne pas les confier aux collègues toujours en poste, mais pour pouvoir maintenir les élèves dans les classes. Alors, un report de la précarité sur les débutants et plus encore sur les toutes dernières recrues. Donc, si vous regardez ici les graphiques que l'on a sous les yeux, on s'aperçoit que tant dans le fondamental que dans le secondaire, et au-dessus, vous avez les résultats pour les deux niveaux, bien tant dans le fondamental que dans le secondaire, il y a vraiment en fait un emploi, donc un engagement plus précoce pour les enseignants qui ont déjà quelques années d'ancienneté. Donc si vous regardez, les bâtonnets les plus foncés, ce sont les novices qui ont le plus d'ancienneté. Novice 5, ce sont en fait des enseignants qui ont 5 ans d'ancienneté, novice 4 ans, etc. Et donc on voit que nos enseignants qui ont glané quelques années d'ancienneté, eh bien, sont plus nombreux à être recrutés dès le mois de septembre et qu'en fait les emplois qui demeurent disponibles à partir du mois d'octobre et plus encore pendant la deuxième partie de l'année sont confiés aux novices qui ont peu d'années d'ancienneté. Et alors quand on regarde un petit peu ce qui se passe à partir du mois de janvier, on se rend compte qu'on fait de nouveau davantage appel à ce qu'on appelle les novices 2, donc aux novices qui ont 2 ans d'ancienneté, parce qu'on est face en fait au pic de maladie. Et donc, il y a davantage de postes à pourvoir, de remplacements à réaliser. Et donc, on n'a plus assez, en fait, des novices de première année. Et voilà, il y a un roulement qui se fait également avec des novices qui sont engagés déjà depuis plus d'1 an dans l'enseignement. Autre élément que l'on peut mettre en évidence, toujours dans cette logique d'une précarité nettement plus marquée, les toutes premières années de carrière que chemin faisant dans le début de carrière, c'est le fait qu'un engagement à temps partiel est souvent la voie d'entrée pour progressivement obtenir un temps plein. Et donc, si on regarde ici le bas du tableau, on s'aperçoit que les novices engagés au moins à 4/5e, donc qui ont entre 0,8 et 80% d'un temps plein et un temps plein complet, en fait, la première année, ils ne sont que 77,2%. Et progressivement, on atteint au terme de la 5e année 91,7% des enseignants qui sont engagés à temps plein, ce qui est relativement
similaires, même un petit peu plus élevés à ce que l'on retrouve chez les enseignants chevronnés, où ceux qui ne professent pas à temps plein sont souvent ceux qui ont fait la demande explicite de pouvoir travailler à temps partiel et donc de réduire leur temps de travail. Donc on est dans une logique différente avec, pour les novices, un engagement à temps partiel qui est rarement voulu et à l'inverse pour les enseignants chevronnés, une demande d'environ 10% d'entre eux de travailler à temps partiel. Alors, pour ce qui est toujours de cette logique d'évolution progressive dans la carrière, on la retrouve également quand on analyse le nombre d'établissements, voire le nombre de réseaux et de PO cumulés. On s'aperçoit que les enseignants qui débutent, donc qui sont dans leur première année de carrière, sont près de 25%. Donc, on a près d'un enseignant sur 4 qui débute, qui n'a pas la chance de pouvoir débuter dans un unique établissement. Donc, on a pratiquement 25% d'entre eux qui travaillent dans plusieurs établissements. Et si on regarde ce qui se passe dans la dernière colonne, parmi les non-débutants, donc les chevronnés, on est de l'ordre de 13% qui cumulent les établissements. Alors, il faut savoir qu'il y a des chevronnés, c'est typiquement, par exemple, le cas des professeurs de cours philosophiques qui cumulent les établissements, surtout dans le fondamental, parce qu'il ne leur est pas possible d'avoir un temps plein sur un seul établissement. De nouveau, on est dans une logique un petit peu différente chez les enseignants débutants qui pourraient potentiellement avoir la possibilité d'avoir un temps plein dans un seul et unique établissement, ou en tout cas de travailler dans un seul et unique établissement, mais qui ne l'ont pas parce que d'autres enseignants sont déjà engagés sur des postes équivalents. Alors, sur la base de ce premier topo, on peut mettre en évidence donc il y a un report de la précarité sur les enseignants débutants au sens large et plus encore sur ceux qui débutent dans le métier, donc qui ont très très peu d'ancienneté. Alors, ces parcours professionnels, ils sont impactés par tout un ensemble de facteurs. Ils sont impactés par le fait que, comme je vous le disais, qu'on travaille dans un unique établissement PO ou réseau ou que l'on les multiplie, que l'emploi intégré soit ou non vacant, puisque la stabilisation dans le métier en dépend et que l'obtention du statut d'enseignant nommé ou engagé à titre définitif ne peut se faire que si l'emploi sur lequel on est engagé est vacant. Il diffère aussi en fonction du niveau d'enseignement intégré. Un parcours d'instituteur dans le fondamental est souvent fondamentalement différent d'un parcours, et j'en discuterai tout à l'heure, d'un parcours d'enseignant dans le secondaire. Et il varie aussi en fonction de l'espace territorial, donc de la province ou de la région intégrée dans une moindre mesure, mais il y a quand même des petites différences, surtout lorsque l'on compare la Wallonie et Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'à Bruxelles, on est face à un boom démographique avec des emplois qui se multiplient pour pouvoir scolariser l'ensemble des enfants qui habitent à Bruxelles, et donc des emplois vacants souvent disponibles. Et donc, il y a une logique de plus en plus marquée qui peut s'observer avec des enseignants qui habitent en région wallonne, hein, donc dans les différentes provinces wallonnes, et qui font le déplacement jusqu'à Bruxelles pour pouvoir obtenir la nomination et ensuite demander un changement d'affectation. Alors, c'est surtout visible dans le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisqu'il n'y a pas de changement de PO. C'est moins visible, évidemment, dans les autres réseaux, puisque l'on sait que l'accumulation d'ancienneté s'effectue par l'intermédiaire du nombre de jours acquis progressivement au sein d'un même PO. Et donc, a priori, sauf rares exceptions, on ne peut pas transférer les jours d'ancienneté acquis au sein d'un PO et les valoriser dans un autre pouvoir organisatif.
organisateur. Donc voilà pour quelques facteurs qui influencent les parcours professionnels. Il y en a bien évidemment d'autres. Moi, je vous mets en fait en évidence les principaux facteurs que j'ai pu identifier sur la base de la base de données qui était à ma disposition, qui est une base de données administrative, mais donc bien entendu très intéressante, très riche, mais avec un nombre de variables limité, comme le disait tout à l'heure Virginie, mais malheureusement, on n'a pas toujours toutes les informations qu'on souhaiterait avoir. Moi, j'avais complété ces informations quanti par des entretiens, donc les éléments que je vous communique proviennent aussi d'un ensemble d'entretiens que j'ai pu faire, mais ils ne sont bien entendu pas exhaustifs. Toujours est-il que parmi ces différents facteurs que je viens de mettre en évidence, il y en a un qui ressort et qui est vraiment le facteur principal qui influence les parcours professionnels, c'est la qualification professionnelle et plus encore le fait de posséder ou non un titre pédagogique. Donc vous savez que depuis quelques dizaines d'années, les personnes qui sont à la manœuvre des recrutements des enseignants rencontrent pour nombre d'entre elles des difficultés en termes de recrutement de certains profils. Et donc depuis les années 70, il existe la possibilité de ne pas engager un enseignant qui présenterait toutes les qualifications professionnelles requises pour endosser le poste, mais d'engager des enseignants qui ont pour certains des titres pédagogiques, pour d'autres pas, mais qui sont à même ou jugés à même de pouvoir endosser le poste. Et donc, il y avait jusqu'en 2014 une distinction entre le réseau Fédération Wallonie-Bruxelles qui avait deux groupes d'enseignants, donc les enseignants qui avaient le titre requis et ce que l'on appelait les articles 20. Donc, c'était tous les enseignants qui ne détenaient pas le titre requis, et les réseaux subventionnés qui, eux, avaient déjà une logique un petit peu plus hiérarchisée en matière de titres et qui avaient un continuum entre les titres requis, ce qu'ils appelaient les titres suffisants, et ensuite les titres de pénurie. Et donc cette classification, en fait, elle a été reprise en 2014 avec ce que l'on appelle la réforme des titres fonctions, et à l'heure actuelle, donc on a vraiment un continuum entre les enseignants qui ont le titre requis, des enseignants qui pour la toute grosse majorité ont un titre pédagogique mais qui n'est pas considéré comme le titre requis et que l'on qualifie de titre suffisant, et puis des enseignants qui pour la majorité n'ont pas de titre pédagogique et qui sont considérés comme des enseignants avec un titre de pénurie. Alors il faut savoir que ces enseignants qui n'ont pas de titre pédagogique et qui ont donc un titre de pénurie, ils sont relativement nombreux. Ça représente plus d'un tiers des enseignants qui ont intégré la profession en 2010-2011. Les choses n'ont pas fondamentalement évolué depuis lors. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe après 5 ans d'ancienneté, on a encore 15% des enseignants qui n'ont toujours pas obtenu de titre pédagogique, donc qui n'ont pas réalisé soit une formation pédagogique dispensé par exemple en haute école ou un CAP en promotion sociale, ou alors un AESS à l'université, donc pour professer dans le secondaire supérieur. Donc ce n'est pas anecdotique d'avoir des enseignants qui n'ont pas de titre pédagogique. C'est une réelle réalité à laquelle sont confrontés les établissements, et qui en fait va fondamentalement conditionner le parcours de l'enseignant et va davantage encore complexifier son entrée dans la carrière que pour ses collègues qui possèdent un titre pédagogique. Alors, depuis la réforme des titres et fonctions, on assiste progressivement à une diplomation nettement plus marquée en cours de carrière. Je m'explique. En fait, avant, il était possible, donc avant 2014, il était possible d'être nommé dans la profession enseignante sans jamais avoir validé une formation pédagogique. On pouvait avoir tout un ensemble
d'évaluation positive. Et donc, chemin faisant, ces évaluations permettaient à l'enseignant de, malgré tout, être nommé ou stabilisé à titre définitif dans la profession. Le décret titre et fonction cadre davantage les choses et impose que l'enseignant ait à tout le moins un titre suffisant pour pouvoir désormais être nommé dans la profession. Et donc, on assiste à une multiplication des enseignants qui se forment pédagogiquement pour pouvoir obtenir la nomination ou l'engagement à titre définitif. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, pourquoi? Parce que quand on analyse un petit peu les conditions d'emploi en début de carrière, ici c'est un modèle qui porte sur le fondamental ordinaire à Bruxelles, on s'aperçoit que le critère qui permet d'être employé pendant toute l'année scolaire, ou en tout cas une toute grosse partie de celle-ci, et avec un équivalent temps plein se rapprochant du temps plein, eh bien la condition, ce sont en fait les titres. Donc si vous regardez un petit peu le graphique, en bas à gauche, donc avec le nombre de mois le moins élevé et l'équivalent temps plein le moins élevé, on a nos deux ronds rouge foncé, et ce sont les ronds qui correspondent à des individus qui n'ont pas de diplôme pédagogique. Donc, et à l'inverse, nos carrés bleus plus clair en haut à droite du graphique, ce sont des individus qui ont un diplôme de l'enseignement primaire, donc qui sont instituteurs primaires, comme on s'y attend dans l'enseignement fondamental ordinaire. Entre les deux, on retrouve d'une part les titulaires d'un AESI. Ça, ce sont en fait les profs d'éducation physique qui sont engagés, enfin pour la toute grosse majorité en tout cas, qui sont engagés dans le fondamental pour être prof de psychomote ou prof d'éducation physique. Et en fait, ces enseignants, ils sont nettement plus nombreux. Il n'y a pas du tout de pénurie d'enseignants d'éducation physique. Et donc, c'est un peu plus compliqué pour eux de trouver un emploi. Nos triangles rouges, ce sont les instituts maternels. Ces instituteurs maternels, donc ils ont le titre requis, mais les choses sont assez compliquées pour eux parce qu'il y a aussi pléthore d'instituts maternels sur le marché de l'emploi, et donc il y a trop peu d'emplois disponibles pour le nombre d'enseignants sur le marché. Cette logique de l'impact des titres sur les parcours professionnels, on la retrouve également dans l'enseignement secondaire, où on voit vraiment que les conditions les plus précaires, ce sont les conditions qu'ont les enseignants qui n'ont pas de titre pédagogique, et que les plus confortables sont celles offertes aux titulaires d'un AESI. Alors vous allez me dire, bah, tiens, les AESS, pourquoi est-ce qu'ils semblent avoir des conditions d'emploi un petit peu plus compliquées? Eh bien, c'est plus spécifiquement parce qu'ils ont d'autres perspectives d'emploi. Et donc, ils ne sont pas précaires parce qu'ils le veulent. Alors, il y en a, bien entendu, qui ne le veulent pas et qui le sont. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont précaires parce qu'ils ont décidé de travailler, par exemple, à temps partiel dans l'enseignement, le temps de trouver un emploi à temps plein dans un autre secteur professionnel. Et donc, l'employabilité qui est plus marquée parmi les enseignants du secondaire supérieur qui sont titulaires en fait d'un master universitaire qui leur offre plus de perspectives de carrière qu'un AESI, eh bien ces enseignants en fait, pour nombre d'entre eux, ils professent déjà à temps partiel dans un autre secteur où ils ont pris ce qui se proposait à eux dans l'enseignement, le temps de trouver autre chose dans un autre secteur professionnel. Et donc on a évidemment dans le secondaire supérieur des enseignants qui malgré eux n'ont pas facilement de temps plein ou un engagement sur toute la durée, mais il y en a aussi pour lesquels c'est un choix.
Et donc ces éléments-là, ils mettent en évidence qu'il y a une double concurrence qui se manifeste entre les enseignants pour intégrer un établissement, mais aussi entre les recruteurs. Et cette difficulté de recrutement, en fait, elle est en lien avec la problématique de la pénurie. Cette pénurie, comme je vous le disais, elle n'est pas généralisable. Donc, il y a des fonctions pour lesquelles il y a pléthore d'enseignants, mais il y a aussi des fonctions pour lesquelles c'est vraiment très compliqué de recruter des enseignants. Et on s'aperçoit, en fait, que ces difficultés liées au fait de pouvoir trouver le bon enseignant pour le poste à pourvoir, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas comme premier critère le résultat d'une crise des vocations ni d'une inadéquation entre la formation et l'emploi, donc du fait qu'on aurait des diplômés qui feraient tout autre chose, comme je vous l'ai expliqué pour les AESS. On peut retrouver ces difficultés, mais le facteur qui explique le plus les choses, ce sont les sorties précoces de la profession et l'incapacité du système à stabiliser les enseignants, enfin en tout cas une bonne partie des enseignants sur le long terme. Je dis une bonne partie des enseignants parce que ces sorties précoces concernent quand même 35% des enseignants en ayant les 5 premières années. Alors il faut décortiquer les choses. De nouveau, le facteur qui est central dans l'analyse, c'est le diplôme détenu. On s'aperçoit qu'en fait, à la première année, on a 5 fois plus de sorties parmi les non-titulaires d'un diplôme pédagogique et que ce pourcentage atteint 61,3% des enseignants qui n'ont pas de diplôme pédagogique en ayant les 5 premières années. Donc ces enseignants, ils sont vraiment confrontés à un choc de la réalité qui est exacerbé. Si on fait fi de ces enseignants qui n'ont pas de diplôme pédagogique, on est face à des réalités un petit peu différentes dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure parmi les titulaires d'un diplôme pédagogique. Donc on a des taux de sortie qui sont quand même relativement bas, voire très bas parmi les instituteurs primaires et les titulaires d'un AESI. On a des taux plus élevés parmi les instituteurs maternels, je vous le disais, ce sont souvent des taux malgré eux. Ils finissent par quitter le métier parce que pendant des années et des années, les choses ont été compliquées pour eux et qu'ils n'ont pas pu se stabiliser. La logique pour les AESS et pour les titulaires d'un CAP qu'on retrouve essentiellement dans le qualifiant, ce sont les profs de cours techniques et de pratiques professionnelles pour la majorité d'entre eux, c'est une logique différente. C'est que ces personnes ont des perspectives d'emploi en dehors de l'enseignement et qu'ils décident donc de quitter l'enseignement, souvent de manière plus volontaire. Alors, pour terminer mon propos, je vous fais ici part d'un modèle un petit peu plus complexe d'un point de vue statistique, mais qui souligne de nouveau le fait que les probabilités de sortie sont d'une part liées au diplôme détenu, donc on a 4 fois plus de chances de quitter l'enseignement la première année quand on n'a pas de diplôme pédagogique que quand on est instituteur primaire dans le fondamental. Et on a aussi, si vous regardez le bas du tableau, 8 fois plus de chances de quitter la profession dès la première année lorsqu'on est engagé sur des tout petits contrats et que donc au final, sur une année scolaire, on preste au maximum 3 mois sur les 10 mois potentiels. L'équivalent temps plein, il a aussi un impact important puisqu'il y a 3 fois plus de risques de sortie quand on travaille à moins de 40% que quand on travaille à temps plein. Donc les deux éléments qu'on peut vraiment mettre en évidence dans cette réflexion, et vous voyez que le sexe, l'âge, la zone géographique ont nettement moins d'impact. Les deux éléments qui peuvent vraiment être mis en évidence tant dans le fondamental que dans le secondaire pour expliquer ces sorties de la profession. Alors de nouveau sur la base des données dont je disposais via la base de données administrative, ce sont tant dans le fondamental que dans le secondaire, d'une part le diplôme détenu et d'autre part
les conditions d'emploi qui étaient celles de l'enseignant. Donc pour conclure, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut mettre en évidence que institutionnellement, il y a un report de la précarité professionnelle sur les enseignants débutants et plus encore sur les dernières recrues, que l'on est face à des parcours professionnels très diversifiés en début de carrière sur la base de tout un ensemble de critères, mais que cette précarité est nettement plus marquée parmi les enseignants non titulaires d'un titre pédagogique et que la pénurie d'enseignants que l'on rencontre pour certaines fonctions est essentiellement liée donc au taux de sortie précoce, eux-mêmes expliqués d'une part de manière plus significative, en tout cas, d'une part par la qualification professionnelle et d'autre part par les conditions d'emploi. Et je clôture ici très rapidement pour laisser du temps à Grégory. Donc, qu'est-ce que l'on pourrait envisager? Eh bien, on pourrait envisager d'une part une gestion plus rationnelle des carrières enseignantes et donc faire en sorte que les employeurs se concertent davantage. Alors, il y a depuis quelques années maintenant la base de données PrimoWeb qui facilite déjà le recrutement et la connaissance de candidats potentiels qui ne s'étaient peut-être pas manifestés via des moyens plus locaux. Néanmoins, les employeurs, donc les PO à la manœuvre des recrutements, discutent peu entre eux. Et donc, parfois, il y a des enseignants disponibles dans certains PO qui ne trouvent pas d'emploi et le PO voisin est à la recherche de ce profil d'enseignant sans même savoir que son voisin en dispose. Donc, la base de données PrimoWeb améliore les choses, mais ce n'est pas encore non plus l'élément qui a totalement amélioré la situation. On pourrait aussi, et ça va vous paraître un peu paradoxal, mais réduire le nombre d'enseignants recrutés annuellement. Alors, je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas engager les enseignants qui ont réalisé des études pédagogiques et qui cherchent un emploi, que du contraire. Par contre, si on était un petit peu plus rationnel en matière de gestion des carrières, on pourrait non plus devoir recruter des enseignants qui n'ont absolument pas les qualifications pour endosser leur poste. Alors certains le font très bien et d'autres moins bien et cherchent dès qu'ils peuvent à quitter la profession. On pourrait justement de manière, et j'objectivise les choses avec des chiffres que je vais vous passer aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais j'objectivise les choses dans ma thèse, on pourrait de manière rationnelle se contenter en fait des diplômés pédagogiques disponibles sur le marché de l'emploi pour pourvoir la toute grosse majorité des emplois disponibles. Autre piste d'action, ce serait une prise en compte du processus de report de la... Oui, pardon. C'est vraiment très intéressant, mais il ne reste plus que 20 minutes. Et comme c'est présent à l'écran, je crois qu'on pourrait en reparler si on a le temps de... Oui, on va faire ça. Donc, une prise en compte du processus de report de la précarité et une réflexion sur la professionnalité enseignante et donc la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale. Je te cède la parole, Grégory. Merci beaucoup. Désolé pour cette découpe un peu brutale. Eh bien, je suis désolé parce que je vais découper un peu ce que j'avais prévu, mais il faut que Sandrine coupe son micro parce qu'il y a un écho, enfin je ne sais pas d'où vient l'écho, mais c'est un peu... Chez moi, c'est coupé. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Alors, juste avant de commencer, je vais adresser cette question à tout le monde. D'abord, je vous dis bonjour. Est-ce que vous êtes bon dans votre métier? Oui? Mais comment le savez-vous? Ne me répondez pas, hein, mais ça va nous aider à comprendre ce qui s'est fait ici. Donc, ce que je vous présente, c'est une partie de mon travail de thèse. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une recherche sur l'insertion des enseignants, moi qui suis à la base formateur d'enseignants, et qui le suis toujours d'ailleurs. Les quelques éléments de contenu théorique que j'utilisais au début, mes 3 questions de recherche, les résultats à ces 3 questions et les quelques perspectives. En gros, je vais te parler de moi, je vais parler d'eux, puis je vais parler un peu de vous. J'ai mis mon chrono sur 17 minutes. Quand ça sonne, j'arrête, quel que soit l'endroit où je suis. Alors, pourquoi j'ai fait cette recherche? En tant que formateur d'enseignants, j'étais un peu inquiet. En 2012, je lisais le contexte international, comme on vient encore nous le rappeler maintenant, en disant il y a beaucoup d'enseignants qui quittent. Beaucoup d'enseignants s'en vont, et moi j'avais des inquiétudes
pour le système éducatif, évidemment, mais encore plus pour les gens que je diplômais, avec qui j'avais passé 3 ans, ou parfois 2, et qui allaient peut-être rentrer dans un milieu qui était un peu hostile et dans lequel ils allaient trouver plus de désagréments que de possibilités de continuer à se développer. Alors avec les collègues, puisque je suis formateur de régents, donc des enseignants du premier degré en sciences humaines, on s'est dit, et si on les aidait? On avait décidé de mettre en place une formation continuée et de voir quel impact ça avait. En bout de course, assez rapidement, après 6 mois, on s'est rendu compte que ceux qui venaient à la formation continuée, c'était pic-bloc, et que ceux qui voulaient bien répondre à nos questions pour savoir si ça les aidait, ce n'était pas toujours les mêmes. Alors, on a changé, j'ai changé, et je me suis dit, tiens, je vais leur demander de m'écrire comment se passent leurs premiers mois, leurs premières années, et de me dire ce qui fait qu'ils restent dans le métier, ou ce qui les aide à se développer, ou pourquoi ils s'en vont. Et donc, mon échantillon est très très différent, hein. J'ai eu une quarantaine de répondants, j'en ai gardé 22, et je vais vous expliquer, grâce à ces 22 personnes qui m'ont écrit 4 à 6 fois par an, sur leur vécu en tant que jeune enseignant, en tant que personne en attente, en tant que jeune qui a décidé de faire un autre métier, comment ils m'écrivaient personnellement, et moi en même temps je leur réécrivais sur mon propre vécu du métier tel que je le vivais, pour savoir comment ça se passait. En gros, c'est une grosse discussion qui était relue à la lumière de théorie et qui permet de comprendre finalement pourquoi certains restent dans le métier, une grande majorité d'ailleurs. Alors je m'étais dit, il y a 3 processus en action. Le premier, c'est la transformation identitaire. On devient enseignant, est-ce que ça correspond à l'image qu'on en avait? Est-ce que je se sent bien dans cette nouvelle identité ou dans cette identité qui est confirmée? Ensuite, la socialisation. Vous voyez que je mets professionnel, donc dans le métier, ou organisationnel, c'est-à-dire dans l'établissement dans lequel on est, qui est une organisation avec ses règles, avec ses modes de vie, avec l'endroit où on peut prendre un rôle ou bien qu'on choisit ou que l'on nous donne. Je ne savais pas encore lequel des deux était le plus important. Ensuite, la professionnalisation est donc, est-ce que je me sens bien être un enseignant professionnel capable de bien faire son boulot et capable de rendre des comptes sur celui-ci? Et peut-être qu'il y avait d'autres processus aussi. Je n'étais pas encore sûr, j'allais leur demander. Je savais que les départs précoces s'expliquaient à l'époque, en 2011, par un travail de Sterck qui se portait sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, où je me dis, ça y est, c'est un document très récent et qui porte sur le même public que moi, donnait 3 grands types de difficultés. Les premières, c'est didactique et pédagogique, et on a eu la chance au début de ce webinaire d'avoir des explications sur ce point avec Virginie. Donc, est-ce que j'arrive à gérer la classe? Est-ce que j'ai pas trop de difficultés à avoir tout le programme sur un an? Administratif et structurel, là, on a les difficultés de transport entre 2 écoles, par exemple, mais on a aussi les différents documents à remplir dans les différentes écoles. Et là, j'entends pas les documents pour le boulot, pour en trouver un, mais plutôt le bulletin, les documents pour les conseils de classe, les invitations pour les réunions de parents, qui sont assez différents d'une école à l'autre et donc qui peuvent créer des difficultés en plus. Ça peut aussi être une difficulté sur l'utilisation de la photocopieuse, par exemple. Enfin, le troisième type de difficulté, c'est les aspects relationnels, avec les élèves, avec les collègues, avec les parents, avec la direction. Voilà 3 grands types de risques qui pouvaient expliquer les départs. Je me dis, peut-être qu'il y en a d'autres. Et donc, avec ça, je me suis parti sur 4 questions de recherche. La première, c'est si j'interroge ces jeunes enseignants, donc ils étaient diplômés depuis 3 ou 4 ans au plus quand ils sont rentrés dans la recherche, parfois ils venaient d'être diplômés depuis 1 ou 2 mois. Qu'est-ce qui, dans leur discours, favorise ou défavorise leur insertion? Qu'est-ce qui fait qu'ils restent ou qu'ils veulent s'en aller? Qu'est-ce qui fait qu'ils restent heureusement, c'est-à-dire en étant satisfaits, en voulant continuer, ou ils restent en attendant d'en voir mieux? Ensuite, comment ces novices bien insérés, donc ceux qui restent, vont-ils décrire la réussite de leur parcours? Est-ce qu'ils vont insister sur un des processus? Est-ce qu'ils vont insister sur le fait d'avoir un boulot stable ou sur encore autre chose? Et la troisième chose, si dans la première question, on a beaucoup d'éléments, comment est-ce qu'ils se combinent pour expliquer qu'on reste ou qu'on s'en aille? Je vais maintenant vous présenter ceci. Vous voyez qu'on est déjà là, d'il y a 4 sur la 8, mais on n'est pas encore tout à fait à la moitié. Mon premier résultat, c'est en relisant, donc, chaque fois que je lisais la lettre d'un des participants, je relevais s'il y avait, vous voyez, les 3 premières variables sont les difficultés que j'avais déjà prévues, ou bien s'il y en avait d'autres. Et lorsque, au bout de l'année, j'ai lu tous les participants, j'ai fait une grille avec ces 9 variables, je n'en ai pas trouvé d'autres, donc ma grille était saturée, et j'ai relu l'ensemble des écrits. J'ai fait ça la 2e année, la 3e année et la 4e année également. Quelles sont ces variables? Donc, vous avez déjà vu qu'il y a les 3 premières que j'ai expliquées, mais j'ai ajouté le fait que ça pouvait être des facilités. Et donc, dans mon échantillon, toute une série d'enseignants ne quittent pas le métier.
et ils peuvent insister sur une facilité pédagogique, par exemple, qui pourrait expliquer qu'ils restent. Ceci, c'est, avec ce que vient de dire Sandrine, un atout en faveur de ceux qui ont un diplôme pédagogique. On peut exprimer que si on est bien formé pédagogiquement, il y a plus de chances d'avoir des facilités de rester dans le métier. Les suivantes, à partir de la 4e, c'était par exemple le fait qu'un enseignant dise ça, on ne l'a jamais vu. Ça, on ne sait pas comment faire un bulletin, on n'a pas vu ça en formation initiale. Ou bien une facilité qui pourrait être, on m'a tellement appris à pouvoir triturer n'importe quel cas avec n'importe quel élève que je suis capable de le faire. Les répercussions positives ou négatives, eh bien, on a déjà eu plusieurs présentations aujourd'hui avec Virginie, c'est le stress. C'est le fait de se sentir tout le temps déconsidéré parce qu'on nous dit, tiens, tu as un bien boulot de fainéant, toi. Ou bien encore, dans les répercussions positives, on pourrait dire, eh bien, je suis assez ravi du rythme que j'ai parce que avoir des congés me permet de faire un stop par rapport au reste de mon boulot et de pouvoir déconnecter avant de démarrer en forme. Le 6e des implications, c'est la première mission que donnent les jeunes enseignants lorsqu'on demande pourquoi ils ont choisi le métier. C'est ce que nous a montré Thalys. Eh bien, certains disent que ces applications pour aller remplir les aident à tenir, et d'autres disent, moi, je trouve que dans l'école où je suis, ou bien dans l'école en général, j'arrive pas à remplir ces missions. Et donc, je vais aller dans un autre organisme, une association, par exemple. La 7e variable, c'est le niveau de maîtrise de la matière. Et donc, Sandrine vient de nous rappeler que depuis 2016, on a changé, on a le décret titre et fonction, mais dans les enseignants que je suivais, qui étaient tous diplômés en sciences humaines, certains devaient donner un cours, par exemple de religion ou de sciences, qui pour le premier, je me souviens d'un cas qui disait, mais moi je suis vraiment pas religieux, je ne sais pas donner ce cours-là, et l'autre c'était en sciences, je ne suis pas très bon, ça fait trop longtemps que j'ai plus fait ça. Mais ça peut aussi être positif si, par exemple, on lui confie un cours d'informatique pour lequel, parce que parallèlement à sa formation, il a développé beaucoup de choses, il est très à l'aise. Les 2 derniers sont la démarche pour obtenir un emploi stable, voire à temps plein. Donc, je crois que les chiffres que nous ont montrés Sandrine nous montrent que les enseignants cherchent à avoir un emploi plutôt stable, donc dans un seul établissement pour plusieurs mois et avec plus qu'un mi-temps. Et ces démarches, elles sont évidemment en dehors du boulot, parce qu'on doit s'inscrire à l'ENEM, par exemple, mais aussi à l'intérieur, lorsque, par exemple, on va taire un différend avec le reste de l'équipe en se disant, quand je serai dans l'école depuis longtemps, j'ouvrirai un peu ma bouche et on verra ce qu'on peut changer. La dernière variable, c'est la réalisation professionnelle. Donc, le jeune enseignant se remet en question, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Et parfois, ça le confirme, parfois, ça l'infirme. Ces 9 variables, elles vont être pondérées maintenant. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a, dans le bas de mon tableau, 1222 unités. Donc, à chaque fois que j'ai relevé dans un texte un élément, il se retrouve dans ce tableau. Et dans ces 1222 unités de sens, on peut remarquer que pour les 9 variables, il y en a 4 qui sont plus importantes que les autres en quantité. Vous les voyez, elles sont mises en mauve. Et que dans ces 5-là, il y en a 2 qui sont polarisées positivement et 2 négativement. Ainsi, dans ce tableau, on peut voir que les facilités dans les aspects relationnels sont un atout pour s'insérer. C'est plus souvent quelque chose qui est lié à une insertion réussie et harmonieuse que les difficultés ne seraient là pour expliquer une insertion qui mènerait à l'abandon. À l'inverse, les répercussions négatives pèsent beaucoup plus que les répercussions positives, puisqu'on a un 60% qui est mis en rouge. Dernière information sur cette dia, c'est que la première variable à laquelle je m'attendais, qui est souvent nommée pour dire que les enseignants ont des difficultés, c'est les difficultés pédagogiques ou didactiques. Et là, mes chiffres à moi ne me permettent pas de dire que c'est plutôt un facteur de risque ou de protection. Jusque-là, c'est incompris, vous allez voir qu'on comprend ensuite. Deuxième résultat, c'est un peu la réponse à la question, tiens, est-ce que vous êtes bon? Et comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, quand j'ai interrogé, parce qu'en plus d'avoir les écrits 4 à 6 fois par an de chacun des participants, j'ai fait des entretiens à la fin de la recherche et encore un peu plus tard pour valider les résultats. Et quand je leur demandais ce qui marquait qu'ils étaient bien insérés, puisque ma recherche porte sur ce qu'ils pensent eux, c'est eux les premiers acteurs, eh bien, ceux qui sont bien insérés expriment un sentiment, parce que c'est durable, ce n'est pas juste une perception, qui est positif et qui est une adéquation entre les 3 premiers processus dont j'ai parlé. Donc, il est content parce que ce qu'il fait, ça correspond à ce qu'il veut faire. Ce qu'on lui demande de faire, donc par exemple, on va lui flanquer certains cours, certaines classes, ou dans l'autre sens, il décide de faire un projet ou d'appliquer une pédagogie différente, eh bien, on lui laisse faire et c'est compris dans les différents codes de l'école dans laquelle il est. C'est positif également. Et ce qu'il fait réellement, c'est-à-dire que les actions qu'il mène et l'impact que ça a, donc les avis que lui-même pose dessus, mais aussi
que les autres évaluateurs, que sont la direction ou les élèves, sont jugés positivement. Et enfin, un des processus que je n'avais pas estimé au début, mais qui est arrivé, c'est qu'ils ont un ressenti global positif. Donc les trois choses sont positives et en plus, ils sont heureux de l'être. Comment est-ce que ça se construit? C'est la rencontre entre deux perceptions finalement. Ce que le novice pense, le novice, il perçoit qu'il peut devenir comme enseignant des informations initiales. Mais dès qu'il rentre dans un métier, il peut changer ça. Est-ce qu'il se sent bon ou pas pour démarrer? Est-ce qu'il se sent capable ou est-ce qu'il doute encore? Et en face, on a ce que les évaluateurs lui signalent qu'il est. Les évaluateurs, ça peut être le directeur qui passe dans le fond de la classe pendant une période. Ça peut être les élèves qui lui donnent un feedback. Ça peut être les parents qui se plaignent ou qui le louangent. Ça peut aussi être, dans un cas précis, un enseignant qui travaillait dans une école où ils étaient à 4 à donner le même cours. Lui avait décidé d'enseigner autrement dans sa 3e année et à l'évaluation externe, donc qui n'était pas donnée par l'école, c'est sa classe qui a eu les meilleurs résultats. Donc ça l'a confirmé. Eh bien, si tout ça se confirme, on a un renforcement de son sentiment. Et ça continue, cet enseignant se sent de mieux en mieux dans sa position et se dit, en fait, je suis un bon enseignant parce que je suis ce que je veux faire, ce que je fais correspond à ça, et l'impact de ce que j'ai est réellement jugé positif, aussi positif que moi. Et donc, ça me satisfait. Mais on peut avoir une autre possibilité lorsqu'on n'a pas cette concordance. Si l'enseignant se trouve bien meilleur que ce qu'on lui donne, ou s'il se trouve bien moins bon que ce qu'on lui rend comme image, il peut actualiser son sentiment. L'actualisation peut être positive ou négative. Disons que c'est négatif, par exemple, il va se dire finalement, je ne suis pas fait pour ça, je suis trop mauvais. On n'arrête pas de me dire que ça ne va pas. Ou actualiser positivement en se disant, ben, maintenant que j'ai atteint ce niveau, je pourrais aller vers plus. Par exemple, je deviens titulaire. Par exemple, j'accueille un maître de stage. Par exemple, je postule pour devenir sous-directeur. Par exemple, je reprends des études pour faire encore mieux. Comment est-ce qu'on arrive à ce sentiment? Et donc, parmi les variables que j'ai relevées la première question, comment est-ce qu'elles s'organisent? Eh bien, voici maintenant, ce que vous attendiez, hein, je le sais bien, le schéma qui explique une insertion résistante, donc ce qui fait que les enseignants restent dans le métier, des novices. Ça commence par le fait d'obtenir un cycle d'emploi appréciable. Donc, appréciable, ce n'est pas simplement stable. Appréciable a deux acceptions. D'une part, la personne apprécie ce qu'elle fait, et d'autre part, les observateurs peuvent donner une appréciation aussi sur ce qui est fait. Ça veut dire que ce cycle d'emploi, c'est au minimum un mi-temps, et c'est pour plusieurs mois. Ce n'est pas pour plusieurs semaines. Ou alors, on pourrait dire dans mon travail qu'à partir de la 9e semaine, c'est ça. Mais bon, c'est un petit échantillon, je ne peux pas chiffrer aussi précisément. Mais donc, c'est autre chose qu'un cycle d'emploi de passage qui serait, par exemple, tu donnes 4 périodes par semaine pour un an. Ou bien tu viens en remplacement pendant 2 semaines. Lorsqu'on a un cycle d'emploi appréciable, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 4 choses arrivent toujours. La première, c'est que ces jeunes enseignants ont du plaisir et de la satisfaction. Grâce à 4 choses. Ils font partie du métier. Ils ne sont plus étudiants, ils ne sont pas en train de faire un autre métier, ils font ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire être enseignants. La stabilité financière et de carrière, on a un peu parlé avec Sandrine, mais ils peuvent, par exemple, c'est des jeunes qui s'insèrent dans la vie active aussi, ils peuvent, grâce à un salaire fixe, faire un emprunt. Et de carrière, ils peuvent se projeter sur ce qu'ils vont devenir dans cet établissement. Des bonnes relations avec les élèves. J'insiste sur ce point. Tous ceux qui ont participé, même ceux qui ne sont pas restés dans l'enseignement, ont dit que ce qui était génial dans leur boulot, c'est les bonnes relations avec les élèves. Même ceux qui partent. Et parfois, ça les soulage des autres difficultés. Et aussi des bonnes relations avec des collègues. Vous aurez remarqué que j'ai mis des, ce qui signifie que ça ne passe jamais avec tout le monde. Aucun de ceux, même ceux qui sont très heureux de leur boulot, ne disent « je m'entends bien avec tous mes collègues ». Parfois même, un d'eux le prend comme bouc émissaire. Mais c'est compensé par les bonnes relations avec les autres qui peuvent dépasser le cadre professionnel, devenir des relations amicales, on discute d'autres sujets ou bien on se voit même en dehors de l'école. Le fait d'avoir un cycle d'emploi appréciable, ça donne des tâches importantes qui entraînent des difficultés. Et c'est là que l'inconnu de tout à l'heure arrive. Si on a des difficultés, qu'on les surmonte ou qu'on les relativise, ça aide à s'insérer. Je vais y revenir dans un instant. On a aussi le développement d'un sentiment d'être professionnel, d'être bon dans ce qu'on fait. Et ça, c'est parce qu'on surmonte ou qu'on relativise des tâches importantes qui ont provoqué des difficultés. Autrement dit, si on arrête le métier, ce n'est pas parce qu'on a des difficultés, c'est parce qu'on a des difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter ou relativiser. Relativiser, c'est lorsqu'un collègue vous dit bah, « écoute, c'est normal à ton âge de faire ça, c'est normal pour un débutant, ou encore moi comme expérimenté, j'ai les mêmes difficultés avec cette classe ou ce contenu. » Donc, ne te bile pas, ne défavorise pas ton sentiment de réalisation professionnelle, pour le dire avec les mots que j'ai utilisés ici. Ou bien surmonter, parce que pour le surmonter, on a besoin des autres, des relations avec les collègues.
Ensuite, on a une quatrième chose qui arrive lorsqu'on a un cycle d'emploi stable, appréciable, pardon, c'est que les difficultés administratives et structurelles disparaissent. On connaît bien l'école parce qu'on a des relations avec les collègues, je vais peut-être le redire encore une fois après. On ne doit plus faire des démarches pour obtenir et garder un emploi. C'est bon, on l'a ou presque. En tout cas, on doit en faire beaucoup moins. On ne doit plus envoyer 40 CV durant toutes les vacances. Et enfin, tous les enseignants disent qu'ils ont des répercussions négatives de leur métier, sur leur stress, sur leur santé, mais au fil du temps, donc après plusieurs cycles d'emploi appréciables, et ça peut être après déjà la première année, ce qui serait, ce que Sandrine a dit tout à l'heure, l'entrée par la grande porte. C'est que les répercussions négatives sont compensées par les positives. Il y a plus de positifs que de négatifs. Et ceci augmente la satisfaction. Encore quelques flèches ici. Si on arrive à surmonter ces difficultés, c'est grâce à ses collègues. Et grâce à ses collègues et bonnes relations avec eux lorsqu'on part boulot. Et on est embêté parce que Virginie l'a dit, on n'a que 5% de temps de collaboration. Donc les moments informels, pas prévus, servent aussi à ça. On a un processus de socialisation organisationnelle. Vous avez vu que j'ai mis en bleu les différents éléments que je voulais observer au début. Le dernier va arriver. Le fait de pouvoir prendre un rôle et une place dans l'organisation qu'est l'établissement, ça aide à surmonter les difficultés, ça aide à prendre une place, et ça aide, grâce au fait qu'on développe des moyens avec ses collègues pour surmonter ces difficultés, à faire une identité positive et un sentiment, comme je l'ai dit, durable de réalisation professionnelle, qui commence par le fait de faire partie du métier. J'ai encore insisté ici sur cette flèche en disant que c'est grâce à la place qu'on prend avec les autres qu'on peut mieux comprendre le fonctionnement, qu'on a moins de difficultés administratives. Je termine là cette dia-ci, je vous donne juste les perspectives. Pour la recherche, on doit penser pourquoi l'enseignant reste avec sa vie hors de l'école, le fait de pouvoir faire un emprunt, le fait d'être heureux, le fait d'avoir moins de répercussions négatives. Je ne vais pas insister sur ces deux perspectives, je vais juste vous dire pour la formation d'enseignants, vu que c'est ce qui me botte le plus en tant que formateur et c'est sur quoi je voulais agir, c'est qu'on doit les travailler sur la facilité à entrer dans un collectif, c'est indispensable, que ce soit dans des moments institutionnels ou pas, leur permettre d'avoir des tâches d'ampleur et appréciables, donc pas faire des petits cours avec des petites tâches, mais des grosses tâches qui ressemblent à celles qu'est le métier, sur lesquelles on peut leur dire « Ok, tu fais bien tes preuves », et enfin, entretenir la satisfaction inhérente à l'entrée dans le métier. Ils sont tous heureux d'y rentrer, travaillons sur ça pour qu'ils y restent. Voilà. Je termine et je départage. Je m'excuse, c'était un peu au pas de charge, j'espère que c'était quand même compréhensible. Et que vous avez trouvé pourquoi vous êtes bon dans votre boulot et comment vous le savez. Oui, il est quasi 14 h, mais enfin, voilà, pour ceux qui ont encore quelques minutes, je ne sais pas, Sandrine, s'il y a des questions dans le chat, enfin sur WooClap ou pas. Il y en a 3 pour moi et une pour Grégory. Je peux commencer par celle de Grégory. Donc, pour clôturer, quels seraient les leviers prioritaires d'amélioration du métier enseignant en Fédération Wallonie-Bruxelles que l'on peut retirer de vos 3 présentations? Enfin, c'était pas pour Grégory. Elle s'est affichée récemment, je n'avais pas encore pris le temps de la lire, mais donc c'était plus transversal. Moi, je pense qu'il faut permettre de travailler en formation initiale et continuée, comme je le disais à la fin, sur le fait de savoir prendre une place dans un collectif, que ce soit dans le moment institutionnel ou informel. Donc, travailler sur ça et permettre aux jeunes enseignants, donc en formation initiale, mais aussi dès le début de leur carrière, d'avoir des tâches d'ampleur. Par exemple, ceux qui, chez moi, expriment le moins de difficultés, c'est ceux qui font un intérim. Bah oui, je reprends le cours, donc je n'ai pas de difficultés pédagogiques. Alors que ceux qui ont des difficultés s'insèrent bien parce qu'ils arrivent à les surmonter grâce aux collègues et au fait qu'ils ont assez de temps pour le faire. Oui, je pense que Thalys montre aussi au niveau de la collaboration entre les enseignants, on n'est pas encore c'est pas encore très développé. Or, ça pourrait certainement aider, notamment par rapport à l'insertion des jeunes enseignants, puisque enfin, Grégory vient de le montrer, la relation avec les collègues est importante, etc. Donc, ça pourrait sans doute aider aussi voilà, s'il y avait davantage de collaboration, ça aiderait sans doute aussi les jeunes enseignants à trouver leur place et à surmonter peut-être certaines de leurs difficultés. Ouais. Oui, et je pense qu'on peut réfléchir aussi en termes de temporalité. Hein. On a discuté de l'orientation lors des précédents sous la loupe. Bien,
un choix d'études positif et bien réfléchi, je pense que c'est le préalable aussi à la suite. Donc, si on a vraiment réfléchi et pris le temps de réfléchir sur ce choix d'études et donc indirectement ce choix de carrière, c'est déjà un bon élément. Ensuite, il y a la formation initiale, hein, et on est vraiment dans une période de réforme. Je pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures. C'est une bonne chose de réfléchir vraiment au contenu de cette formation et qu'elle réponde aux attentes pour justement limiter le choc de la réalité qu'on a pu mettre en évidence, et donc le fait que nos enseignants débutants ne sont pas toujours suffisamment outillés pour faire face à la complexité du métier. Et puis, il y a une réflexion à avoir sur l'entrée dans la carrière avec, en effet, un accompagnement plus abouti, plus réfléchi, plus institutionnalisé aussi, parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose non plus d'imposer aux établissements en termes d'encadrement des jeunes enseignants, et bien évidemment une réflexion sur cette précarité d'emploi qui est fortement problématique, comme on l'a dit tout à l'heure, et sur la nécessité d'obtenir ou d'avoir déjà idéalement, bien évidemment, un titre pédagogique préalable ou en début de carrière. Est-ce qu'on répond à une autre question ou est-ce qu'on clôture? Oui, et il y en a plusieurs qui viennent de s'ajouter. Donc Grégory, est-ce que tu as eu des échos sur le financier, salaire, moteur ou frein? Oui. Donc, le salaire est considéré comme un atout quand il est stable, puisque quand on passe d'un mois à l'autre, notamment parce que plusieurs dans les participants ont fait un autre métier aussi avant, et qu'ils trouvent que le salaire par rapport aux conditions de travail, c'est jamais une plainte. Donc oui, sans doute que comme tout le monde, ils aimeraient peut-être encore gagner plus, mais ils le disent, ce n'est pas leur demande. Et dans mon souvenir sur les dernières enquêtes, ce n'est pas non plus ce qu'ils demandent le plus. Ils demandent une valorisation, mais pas salariale. Donc ce qui pose un problème dans le salaire, c'est quand il est instable. Donc l'intérim, quoi. Et passer parfois d'un mois de boulot à un mois où il n'y a pas de boulot, il y a 1200, 1300 euros de différence. Et on n'a pas un emprunt aisément. Alors, toujours pour Grégory, tes résultats d'enquête ne sont-ils pas influencés par la démarche réflexive encouragée par les courriers échangés avec le formateur en haute école? Eh bien, c'est une bonne question. C'est ce que j'ai pensé aussi. Il y a sans doute autre chose qui influence plus les résultats, c'est que ces étudiants ont tous été formés dans une pédagogie un peu particulière qui est une pédagogie freinée institutionnelle. Donc, c'est des gens très habitués à rentrer dans un collectif. Les 1, 2, 3 travaillent ensemble tout le temps. Pour la réflexivité, sans doute que ça a influencé la 9e variable, qui est la remise en cause. Et donc, plusieurs m'ont écrit que écrire, parce qu'ils ne gagnaient rien à écrire, hein. Ils n'étaient pas rémunérés, ils lisaient mon écrit aussi, mais ça leur permettait de prendre le temps de se poser. Et donc, je suis sûr que ça a eu un effet sur le développement de leur professionnalité. C'était une sorte de travail pour le SRP, d'évaluateur par eux-mêmes. Tiens, est-ce que ce que je fais est bon? Et dans d'autres cas, ça leur a permis non pas de réflexivité, mais de garder un lien avec quelqu'un lorsqu'ils attendaient à côté de leur téléphone pour leur proposer du boulot. Toujours pour Grégory, une piste pour la mise en place du portfolio professionnel dans le cadre de la formation continue? C'est une question ou c'est une proposition? Oui, avec 2 points d'interrogation. Donc, est-ce que tu as des pistes pour la mise en place du portfolio professionnel? Non, ce serait vraiment trop long. Mais on peut peut-être y réfléchir au prochain ABC Éduc le 27 avril. Je me dis qu'il y a encore beaucoup de questions, on pourrait y répondre à celui du 27 avril d'ailleurs. Alors, encore une question. Des enseignants ont-ils exprimé l'envie de pouvoir circuler à l'intérieur des réseaux dans le cadre de leur carrière et donc de ne plus être attachés à une école? Pas chez moi. Et chez moi, je dirais plutôt que j'avais mis dans une dia le contenu théorique. Est-ce que c'est mieux d'être socialisé professionnellement, organisationnellement? Chez les miens, pour être enseignant, on est d'abord enseignant d'une école. Ou bien, si ça ne va pas avec cette école, une des variables qui était le porte-à-faux dans l'implication que cette école permet d'avoir sur la société. Donc, si par exemple une école est jugée trop élitiste en conseil de classe, on change d'école. Et parfois, on ne reste pas enseignant ou enseignant dans une association. Mais je n'ai eu personne qui voulait changer de réseau ou même... non,
pas de mon côté, mais peut-être toi, Sandrine, avec les données que tu as. Oui, en fait, moi, c'est pas tant changer de réseau, c'est plutôt de ne plus avoir une accumulation d'ancienneté propre à un pouvoir organisateur. Et donc, si elle pouvait déjà être propre à un réseau, alors interréseau, ce serait l'idéal, mais il mettait pour nombre d'entre eux en évidence que si elle pouvait déjà être transversale au PO d'un même réseau, ce serait déjà un énorme pas en avant parce que ça les limite. Donc, il y avait des instituts qui travaillent, par exemple, dans le communal qui propose 3 ou 4 écoles, et la commune qui est à quelques kilomètres dispose aussi de 3 ou 4 écoles, mais ils perdent leur ancienneté s'ils travaillent dans ces écoles qui restent tout à fait accessibles en termes de kilomètres. Donc ça, c'est un élément mis régulièrement en évidence. C'est une réflexion à avoir. Maintenant, la suppression des réseaux, c'est un autre débat. Je pense qu'on peut aussi en discuter pendant des heures. Alors, j'avais encore 3 dernières questions. Si vous souhaitez, je peux les aborder. Très rapidement, alors pour clôturer, pour qu'à 14h10, on ait clôturé dans 3 minutes. Donc, j'avais dans ce portrait, qu'est-ce qu'il vous semble le plus explicatif quant à l'abandon des jeunes enseignants? Sur la base de la recherche que j'ai menée avec les limites qu'elle présente, puisque elle est liée à une base de données administrative avec un nombre de variables limité, ce sont vraiment la possession d'un diplôme pédagogique et les conditions d'emploi en début de carrière qui ressortent. Deuxième question, sait-on quel type d'enseignants n'ont pas de formation pédagogique, enseignants de cours généraux, enseignants travaillant dans le qualifiant? Oui, en effet, donc dans le qualifiant, c'est en fait souvent des enseignants en réorientation de carrière. Donc, ce sont des enseignants qui ont travaillé pendant parfois des dizaines d'années en tant que maçon, par exemple, et qui décident de se réorienter professionnellement. Alors, ils verbalisent pour nombre d'entre eux que c'est souvent suite à des problèmes de santé, pour avoir un emploi qui soit moins lourd physiquement parlant. Et donc, souvent, ils intègrent l'enseignement sans avoir le CAP. Même chose pour des enseignants qui professent dans des cours déclarés comme étant en pénurie. Donc, on a beaucoup de profs de langue qui n'ont pas toujours de diplôme pédagogique, ainsi que des profs de maths et de cours scientifiques. Donc, ce sont les profils qui ressortent. Et dernière question, existe-t-il une influence de la discipline scolaire dans les départs précoces des enseignants dans l'enseignement secondaire? Oui, et pas toujours pour les mêmes raisons. Donc, on va avoir un groupe d'enseignants, si je peux le qualifier comme ça, qui sont les enseignants qui dispensent des cours essentiellement scientifiques et mathématiques qui, eux, ont des perspectives d'emploi souvent mieux rémunérées dans le privé ou même dans d'autres fonctions dans le public. Et donc, ils vont quitter l'enseignement pour un emploi souvent qu'ils considèrent comme étant mieux rémunéré ou mieux valorisé. Et on a aussi des enseignants qui quittent dans le secondaire leur métier. Et là, ce sont plutôt des profs de français ou des profs d'histoire, donc des cours plus littéraires au sens large, qui quittent la profession parce que, plus ou moins de la même façon que les institutrices maternelles, parce qu'ils ont vraiment peiné à se stabiliser pendant les premières années et que donc ils se découragent à un moment donné et ils quittent la profession. Donc les motifs de départ peuvent être différents en fonction du profil des enseignants. Voilà, j'ai fait le tour des questions. Merci beaucoup. Alors, il me revient de clôturer ce webinaire. Je remercie tout le monde d'avoir participé. Je voudrais vous inviter encore à la deuxième partie de ce webinaire qui aura lieu le 27 avril. Le lien pour s'inscrire est le même et donc il est présent sur le site ABC Éduc. Durant ce webinaire, on aura un focus non plus sur le métier, mais sur la formation à ce métier, la formation initiale et une partie de continuité, avec l'intervention de personnes de l'enseignement obligatoire aussi, qui vont expliquer comment on travaille notamment sur les stages pour essayer d'améliorer encore l'insertion. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que le temps passe. Vous avez le lien sur ABC Éduc. Je remercie tout le monde pour la participation. Si vous voulez nous joindre via ABC Éduc, il est encore possible de nous écrire aussi. Et eh bien, je souhaite une excellente après-midi à tout le monde et je vous rappelle qu'une majorité des enseignants restent dans le métier. Soyons aussi positifs que le soleil qui nous inonde aujourd'hui. Et je pense que c'est important qu'on maintienne cette information aussi.
Voilà, ça reste un beau métier pour beaucoup de gens, même s'il y en a qui le vivent vraiment très très difficilement et très douloureusement. La Voilà, majorité sont satisfaits, hein. Thalys le montre quand même. Il Oui. referait le 3/4 d'entre eux referaient ce choix si c'était à refaire. Ok. Et dans mon propre travail, certains s'en allaient, mais je vous ai montré ceux qui restent, qui sont vraiment la majorité et qui sont heureux de le faire et continuent à se développer. Donc, c'est une bonne image aussi. Voilà, bel après-midi à Après-midi à chacun. tous. Parfait. Au revoir. Merci à Au revoir. tous. Après-midi. Merci à vous.